Olivier Chambon, bonjour. Bonjour François. Vous êtes médecin, psychiatre, auteur de plusieurs livres, vous êtes psychothérapeute et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du livre qui sort chez Larousse, La vie après la mort, pourquoi il faut y croire, des preuves scientifiques. Oui. Rien que ça, donc c'est très ambitieux comme livre, un livre très documenté, très fouillé, très complet, qui aborde effectivement la question de la vie après la mort. Si je peux me Donc, permettre aussi, il a un complément, ce livre qui est déjà paru en auto-édition Amazon, qui s'appelle La conscience immortelle, qui fouille, qui creuse encore plus les bases théoriques des mondes possibles de la vie après la mort. d'accord, Deux pages d'accord. intéressantes. Et je suis François Laine, je suis journaliste sciences et santé et directeur rédacteur en chef de Presse Santé, une presse en ligne. Voilà. Alors Olivier Chambon, à la lecture de votre livre, je me suis dit que vous avez écrit comme Dante et sa Divine Comédie, vous avez décrit l'architecture des après-mondes, vous affirmez qu'il y a une vie après la mort et qu'il faut y croire, et non seulement y croire, mais vous tentez d'apporter les preuves scientifiques. Parce qu'évidemment, spontanément, affirmer de but en blanc qu'il y a une vie après la mort de façon si tranchée, ça heurte un peu les consciences modernes que sont les nôtres. Oui, alors j'affirme, disons que je fais une synthèse raisonnable de toutes les études qui existent sur ce que l'on appelle les expériences périmortelles, c'est-à-dire juste avant la mort, les expériences de fin de vie, ou le near-death awareness, état de conscience accru à l'orée de la mort. Pendant la mort, c'est les expériences de mort imminente, et après la mort, c'est ce qu'on appelle les contacts avec les défunts, soit spontanés, 25% de la population, soit par l'intermédiaire de médiums triés sur le volet, testés en laboratoire, et qui montrent que les informations qu'ils obtiennent ne peuvent pas être liées au hasard, ni à la tricherie, ni à la lecture froide, ni même à la télépathie, mais proviennent bien d'autres consciences défuntes. Et puis aussi, j'ai étudié l'entre-deux-vie, ou la suite de vie par le biais des vécus subjectifs de vie antérieure. Enfin, j'ai fait le compte-rendu de toutes ces études, et toutes ces études, avant, pendant, après la mort, entre deux morts, convergent de manière très cohérente, évidente, on va dire, vers l'hypothèse que la conscience est indépendante du cerveau. Elle se sert du cerveau comme d'un poste émetteur-récepteur pour interagir avec la réalité matérielle de notre monde à nous, mais elle n'en dépend pas. C'est-à-dire que c'est pas le cerveau qui crée la conscience se sert du cerveau, et quand le cerveau meurt, la conscience, elle, se détache, on pourrait dire, on n'est plus limité aux contraintes organiques du cerveau dans lequel elle opère habituellement, et donc elle rejoint d'autres niveaux vibratoires, d'autres mondes, la grande conscience ou des champs de conscience d'où elle provient probablement. Voilà, en fait, si vous voulez, c'est plutôt une synthèse raisonnée et raisonnable. J'ai rien inventé, hein, c'est toutes des études qui ont été faites par des scientifiques de haut niveau, tout à fait crédibles dans leur domaine. Alors, là, effectivement, on vient d'annoncer les grandes parties du livre. On va commencer à rentrer un peu dans le détail. Et si je peux me permettre, chaque partie du livre ou chaque domaine de preuve suit un peu la métaphore du fagot. Vous savez, le fagot, c'est que si on prend une brindille seule, elle est facilement, on peut la casser facilement. Par contre, si on met toutes les brindilles ensemble puis qu'on les relie par une corde et ça fait un fagot, là, c'est beaucoup plus difficile à casser. C'est-à-dire que chaque domaine de preuve, les expériences de fin de vie, les expériences de mort imminente, les contacts avec les défunts, les expériences subjectives de vie antérieure, etc., en elles-mêmes, déjà, elles donnent des indications assez fortes pour dire qu'il y a vraiment une vie après la mort et que la conscience est indépendante du cerveau. Mais si on les prend toutes ensemble, alors là, ça fait un faisceau d'évidence. Il faudrait soit de mauvaise foi pour ne pas tirer les mêmes conclusions que celles du livre, et que tirent aussi bien d'autres gens. Je suis pas le seul. En France, il y a Jean-Jacques Charbonnier, qui est un pionnier de ces études, Le docteur et Charbonnier, oui. voilà, qui dit depuis longtemps, et avec moult livres et moult expériences racontées. Et donc, si vous voulez, pardon. Oui, donc en fait, on en est à maintenant Alors, une constatation presque évidente. Donc, je disais, soit les gens, voilà, qui veulent pas voir parce que ça les dérange qu'il y ait quelque chose après la mort, c'est possible, hein. Est-ce qu'ils ont quelque chose à se reprocher? Je sais pas. Ou les sceptiques cyniques professionnels, vous savez, qui ne croient à rien. De toute façon, on peut leur donner 1 milliard de preuves, ça servira à rien. On dit, pour celui qui croit, pour le croyant, aucune preuve n'est nécessaire, et pour le sceptique, aucune preuve n'est suffisante.
Donc il y a ceux-là, puis il y a ceux qui ne connaissent pas, qui parlent sans savoir, parce ils parlent à partir de leur filtre, c'est-à-dire leur conditionnement. On nous a dit dans notre culture matérialiste scientifique que de toute façon, c'était des foutaises, il n'y avait pas de vie après la mort, que c'était des trucs de religion, pour donner de l'espoir aux gens, que c'est un mécanisme de défense psychologique, etc. Et eux, comme on leur a dit ça, ils se sont contentés de ça, ils n'ont jamais étudié le domaine, et ils vous disent, mais c'est évident que c'est pas possible. Alors, Vous voyez le genre de ouais, résistance qu'on peut avoir dans ce domaine, quoi. je vois, mais pour le coup, ça heurte effectivement des connaissances alors un peu répandues, un peu communes. Déjà, la première qui est d'arriver à affirmer que la conscience n'est pas liée au cerveau, effectivement. Ça, déjà, rien que ça, c'est déjà très compliqué à admettre. Parce que effectivement, quand on est dans le coma, par exemple, on a eu un choc à la tête, eh ben, évidemment, on a perdu conscience. Il y a un lien que vous avez fait, qui semble assez évident, entre le tissu neuronal Oui. et puis la Alors, conscience. oui, alors, mais simplement, la conscience se sert du cerveau. Donc, c'est que quand, par exemple, il y a une opération consciente, on voit sur les radiographies, enfin pas les radiographies, les tomographies, les PET scans, etc., qu'effectivement certaines aires cérébrales s'allument quand la conscience opère. Mais c'est pas l'air qui crée la conscience, c'est la conscience qui s'en sert et qui utilise l'air. Donc, quand vous dites, par exemple, il y a un coma, il n'y a plus de conscience, ça dépend. Il y a des gens, alors il y a plusieurs preuves qu'il y a quand même une conscience qui perdure. C'est par exemple certaines personnes qui étaient, Sam Parnia le raconte dans Erasing Death, il y a des gens qui sont des comas pendant des années, puis on leur donne un petit médicament qui commute, enfin qui réveille l'air par exemple dans le tronc cérébral, il y a l'air tegmental antérieur, je sais plus comment ça s'appelle exactement, le système réticulaire activateur ascendant, voilà, SRAA, qui réveille ce système réticulaire activateur ascendant, qui est responsable de l'éveil, et en réveillant ça, paf, le sujet revient à lui, toute sa personnalité a été conservée intacte, c'est bien lui, c'est bien sa mémoire, etc. C'est-à-dire que tout ce qui aurait dû être effacé, si c'était vraiment dans le cerveau, ne l'est pas. Et puis on pourrait prendre l'histoire aussi de la conscience est un peu comme un programme par rapport à un poste de radio qu'est le cerveau. Je m'explique. Si vous entendez un orchestre jouer un morceau à la radio, est-ce que vous allez vous dire ah, c'est la radio qui produit l'orchestre? Non. Est-ce que vous allez casser le poste de radio pour dire ah, l'orchestre doit être dans le poste? Ben non, il sera pas. Il est dans des programmes, dans des champs, on va dire, électromagnétiques ou etc. si vous voulez. Et c'est pareil. Bien sûr que la conscience, si on lui casse son poste de réception, et si elle reste enfermée dedans, elle va rien voir. Or, par exemple, dans les expériences de mort imminente, grâce à l'affaiblissement du corps, donc des contraintes organiques du cerveau, la conscience se détache. Et là, elle peut voir. Et là, même les aveugles de naissance peuvent voir. Et là, elle peut voir à 360 degrés, en zoomant. Elle peut voir, elle peut se déplacer à travers les murs. Elle devient non locale, parce qu'elle est plus enchâssée dans les contraintes du cerveau. Vous voyez? Donc, par contre, effectivement, si la conscience reste quand même enchâssée dans les contraintes du cerveau, parce que le corps n'est pas assez affaibli, alors là, oui, c'est comme si vous aviez cassé le poste de télé à son niveau physique, elle voit plus rien. Par contre, si elle peut remonter dans les autres corps, parce que là, vous avez vu dans le livre, on parle aussi de corps éthériques, émotionnels, mentaux, spirituels, qui eux aussi leur posent de télé, leur organe de perception. Les défunts, par exemple, ils disent qu'ils ont encore des organes de perception pas physiques, mais que voilà, ils s'en servent dans les comptes rendus des médiums, etc. Et donc, dans les corps où là, il y a un poste de télévision qui est accessible, boum, de nouveau, ils revoient comme des expériences de mort imminente, ou comme les défunts peuvent le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, quand on reste simpliste, quand on dit ah oui, mais si le cerveau est détruit, il n'y a plus de conscience. Ah, pas sûr. Vous voyez? Oui, tout à fait. D'ailleurs, comme première preuve de la théorie non locale de la conscience ou de l'autonomie de l'esprit ou de la conscience, vous rappelez tous les travaux d'Hélène Kubler-Ross, de Raymond Moody dans les 70-80, qui les premiers ont commencé à compiler les récits de gens qui ont fait ce que vous appelez des morts imminentes. Oui, alors avant même de parler des expériences de mort imminente, on peut simplement déjà parler des capacités non locales de la conscience, c'est-à-dire indépendantes du temps et de l'espace, ou capables de sortir du corps lorsqu'on appelle les expériences de sortie hors du corps, OBE, Out of Body Experience. Des travaux depuis un siècle, maintenant, ils sont incontestables. Ça a commencé par les RIN, les épourines, R-H-I-N-E aux États-Unis, puis ensuite il y a eu des tas de gens qui ont confirmé, puis maintenant ceux qui représentent le mieux les travaux de RIN, c'est Dean Radin. C'est ce qu'on appelle les travaux sur la parapsychologie. La conscience est indépendante du temps et de l'espace, elle est non locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut percevoir des informations du passé, ce qu'on appelle la rétrocognition, du futur, la précognition, à distance, vision à distance. Elle peut être communiquer avec d'autres consciences à distance, ça s'appelle la télépathie, agir sur la matière, ça s'appelle la psychokinèse, et elle peut sortir hors du corps. Tout ça, toutes ces phénomènes-là, alors, les phénomènes de sortie du corps un peu moins prouvés scientifiquement, mais quand même, il y a quand même des données. Mais par exemple, toutes les capacités non locales que je vous ai citées, elles ont été prouvées. Je dis bien prouvées.
avec des tests scientifiques, avec P inférieur à 0,00001, alors que d'habitude en recherche, le pourcentage lié au hasard, s'il est à 5% seulement, on dit que c'est bon, quoi. Parce que là, il est de 1 sur 1 milliard, soit lié au hasard, les résultats des travaux de recherche sur les capacités non locales de la conscience. Donc déjà, rien que le fait que la conscience, elle dépasse le cerveau, qu'elle n'est pas localisée, c'est déjà un bon point de départ pour se dire que oui, ça peut être logique que du coup, quand le cerveau dysfonctionne et s'arrête, comme c'est le cas dans l'expérience de mort imminente, c'est-à-dire électroencéphalogramme plat, électrocardiogramme plat, arrêt de la respiration, donc plus rien ne retient la conscience, et là, elle retrouve des capacités non locales incroyables. Donc ça, c'est déjà un élément. Elle fait une sorture du corps, notamment les gens, ils se voient d'en haut et ils voient les chirurgiens qui les opèrent alors qu'ils sont enfin, ils sont normalement, le cerveau fonctionne plus, ils ont des caches sur les yeux qui les empêchent de voir quoi que ce soit, et ils voient des choses au-dessus, par-dessous, etc. Puis quand ils racontent ça aux soignants, les soignants sont blancs, quoi. Ils disent, c'est pas possible qu'on vous ait fait, vous ne pouviez pas. À ce moment-là, vous étiez en état de mort clinique, enfin. Donc, Et ce qui est intriguant, parce que ça pourrait être toujours des témoignages un peu convergents en raison de notre physiologie qui fait qu'on raconte, enfin ceux qui sont morts et qui sont revenus racontent toujours un peu la même chose parce que nous sommes câblés comme ça et donc quasiment le discours est toujours le même. Mais c'est pas parce qu'on est câblé, c'est parce que les expériences, le domaine d'expérience dans lequel va la conscience est le même pour tout le alors monde. voilà, ça c'est l'autre hypothèse effectivement qu'effectivement tout le monde rapporte, enfin beaucoup de gens rapportent exactement les mêmes expériences après la mort. Parce que si c'est un câblage du cerveau, c'est-à-dire des conditionnements, aussi des choses qu'on aurait apprises, qui sont acquises, à ce moment-là, les gens n'auraient pas la même expérience dans les différents coins du monde ou en fonction de leur religion, de leur sexe, de leur statut socio-économique, des époques. C'est depuis les Grecs on décrit ça avec le fameux cas, je sais plus comment ça s'appelle dans Platon la République, le cas, je sais plus la R, voilà, c'est ça, EHR. Hein. Et donc non non et pourtant la structure et beaucoup de contenus sont identiques. Parfois, les contenus changent juste parce qu'ils prennent une coloration culturelle, mais la structure est la même. C'est-à-dire, par exemple, s'ils voyaient un être de lumière, certains vont l'appeler Jésus s'ils sont culture catholique, d'autres Bouddha s'ils sont culture bouddhiste, etc. Mais peu importe, ils perçoivent la même chose. En tout cas, ils décrivent la même chose, avec des mêmes étapes. Donc c'est vraiment très structuré. Ça serait un rêve, par exemple. Ça serait impossible parce que les rêves sont idiosyncrasiques, ils sont très différents selon les gens, ils sont beaucoup plus flous. Là, c'est des expériences où les gens se sentent très lucides avec des capacités cognitives beaucoup plus fortes que d'habitude. C'est plus réel que la réalité, comme ils disent. Ils le mémorisent toute leur vie. C'est une expérience de transformation profonde qui aura une valeur positive pour eux toute leur vie. Raymond Moody appelait ça une psychothérapie en 5 minutes. Tellement les gens changent en bien juste après 5 minutes d'arrêt du cerveau et du cœur, quoi. Donc ça serait juste un dysfonctionnement du cerveau, il n'y aurait aucun effet ou ce serait que des effets négatifs. D'accord. Alors justement, rentrons un petit peu dans le détail de ces discours convergents qui résument un petit peu toujours les mêmes étapes, entre guillemets. Donc, grosso modo, alors le tunnel de lumière, plus ou moins pas toujours, mais au moins on arrive dans un monde effectivement de pleine lumière, de bien-être total, il y a plus de sensation d'obstacle, il y a plus de mal, plus de peine. Voilà, la rencontre de parents défunts, on rencontre les gens qu'on a aimés ou qui nous ont aimés sur Terre, la rencontre de guides, et le fameux être de lumière qui est présent auprès des gens pendant qu'ils font une revue de vie, c'est-à-dire qu'ils revoient toute leur vie en accéléré, surtout les moments essentiels, ceux où ils auraient pu aimer ou ne pas aimer, ceux ils n'ont pas su s'aimer ou aimer les autres, et ils comprennent, même à la place des autres, ils vivent parfois les expériences à la place des gens à qui ils ont fait des choses dans ces souvenirs, et se rendent compte que là, ils ont pas fait ce qu'il fallait au niveau de l'amour, quoi. Et ça apprend vraiment à aimer, quoi. Les gens qui reviennent, d'ailleurs, ils sont beaucoup plus forts que nous pour savoir aimer ou s'aimer eux-mêmes que ceux qui n'ont pas vécu les expériences de mort imminente. Bien sûr, parce qu'ils ont une expérience un peu transcendante, dirait-on, d'un amour pur hein, qui les a. Voilà, un spirituel transcendant de ce que c'est que la texture de l'univers, un des composants essentiels, ces champs qui s'entraident entre eux de façon bienveillante et organisée, c'est-à-dire l'amour, l'attirance. Ils s'aperçoivent que c'est vraiment l'amour est un composant fondamental de l'univers, avec en gros la lumière, la connaissance absolue. Hein. C'est les facettes de la conscience, avec un grand C, la conscience de départ. Là, on est dans le modèle post-matérialiste où c'est la conscience qui est à l'origine de tout. C'est pas la matière, c'est l'inverse du matérialisme. Et ces champs de conscience unitaires primitifs qui a créé des sous-champs, on va dire, des espèces de, ce qu'on peut appeler maintenant des âmes ou des consciences individuelles. Eh bien, donc, la conscience, ses propriétés fondamentales, c'est vraiment lumière, paix, connaissance et amour. Et les gens qui vivent des expériences de mort imminente, comme les gens qui vivent des expériences transcendantales dans lesquelles le petit moi s'efface, se dissout, et
et apparaît une fusion au grand tout, à la grande conscience, ils vivent tous la même chose. Que ce soit les mystiques, c'est-à-dire que ce soit spontané, une sorte de grâce spontanée, que ce soit lié au psychédélique, que ce soit lié aux expériences de mort imminente, au chamanisme, à ce que vous voulez, au yoga, à la méditation. Les gens vivent la même chose. Donc c'est vraiment, là aussi, un phénomène commun. Vous voyez? Alors, Ils explorent les mêmes domaines. Dean Radin, dans ses travaux, mais vous aussi, vous le mentionnez, et vous faites Oui. ces récits-là, il a dit que quand même dans 5 à 10% des cas, il y a ce qu'on appelle, pour le coup, une mauvaise expérience. C'est-à-dire que dans ces mondes décrits, il y a les mondes merveilleux paradisiaques, et puis il y a ce que nous, on appellerait les mondes infernaux. Il y a des gens qui vivent des situations vraiment terribles et pénibles, à savoir, mais pourtant, c'est pas une punition. Voilà. Vous dites que c'est pas une punition pour autant. Oui, parce que l'immense majorité, après l'avoir vécu, en tire une leçon et pense que c'était pour leur bien. C'était leur âme qui avait choisi cette expérience-là plutôt qu'une expérience de lumière pour progresser. Leur conscience individuelle, bref. C'est-à-dire que, déjà, il y a beaucoup dans ces expériences de mort imminente négative, il y a des expériences de mort positives qui sont mal vécues par les gens parce que ça leur fait peur. Donc déjà, on peut retirer un certain pourcentage qui est une sorte de fausse expérience de mort imminente négative. D'autres expériences de mort imminente négative, les gens sont plutôt dans le vide, face à des figures géométriques un peu ironiques, une sorte de manque de sens. C'est vrai que ça leur fait très peur. Et puis, l'autre partie, c'est des gens qui, effectivement, sans tomber dedans, voient un peu une image des enfers, mais ne sont pas attirés, happés par les enfers. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de... Simplement, mais pour ces gens-là, qui font ces expériences soit d'ironie, soit d'enfer, c'est très, très, très motivant pour ensuite changer leur vie. Et ils ne le prennent pas du tout comme une punition, mais comme pas un avertissement non plus, on va dire, mais une préparation à se dire, voilà, il est temps de changer de route ou de faire certains changements dans ma vie. Donc, c'est très rare les gens qui... Ça arrive, mais c'est très rare. Les gens qui, ayant fait une expérience de mort imminente négative, continuent à la vivre comme négative et avec des sortes de flashbacks négatifs, ou un traumatisme. À ce moment-là, ça revient à une sorte de traumatisme psychologique. Et là, des techniques comme l'EMDR, par exemple, peuvent être très utiles pour traiter ce traumatisme et même le transformer en quelque chose de positif. On peut encore, à distance et après coup, le retransformer en quelque chose de positif. Alors, ces récits-là m'ont fait, puisque vous en condensez ce que vous en dites, me font m'interroger évidemment par rapport au modèle religieux et théologique assez courant, c'est-à-dire qu'après la mort, nous sommes jugés et en fonction de nos actes qui ont été bons ou mauvais, c'est direct au paradis ou direct au enfer. Et donc, vous dites qu'il n'y a pas du moins les récits ne rapportent pas ce jugement-là et cette condamnation-là. C'est-à-dire qu'il y a Ah non, 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 oui, tout à fait. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans tous les expériences périmortelles, je veux dire avant, pendant, après, la mort, etc., il y a vraiment la notion que il n'y a pas de punition. On est des bouts, on va dire, de la grande conscience qui est venue faire des expériences dans la matière. C'est une conscience qui crée la matière puis qui envoie des bouts d'elle-même faire des expériences pour encore accroître sa connaissance, etc. C'est comme si on fait de la musculation. Si vous faites de la musculation avec un crayon, comme ça, vous n'allez pas vous muscler beaucoup. Si vous prenez un gros poids de 30 kilos, ben là, vous allez muscler. Ben, la conscience, elle se muscle, entre guillemets, en jouant avec elle-même, en se divisant dans des parties d'elle-même qu'elle habite, et puis ensuite en se retrouvant, en se synthétisant. Il y a une forme d'exercice de jeu de la conscience, comme ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous posez, ah oui, donc en fait, quand elle envoie des parties d'elle-même au charbon, elle va pas leur reprocher de revenir sale. Quelqu'un qui va à la mine, quand il ressort tout plein de charbon, on va pas lui dire, ah ben, t'es pas propre. Ben, non, c'est normal, je travaillais. Hein. Donc quand on va sur Terre, on fait des erreurs, c'est inévitable. Enfin, quand on va sur Terre, quand on est dans un monde où il y a l'ignorance, l'illusion de la séparation, la maladie, la mort, etc. Donc c'est pas toujours drôle, mais c'est limité à ce monde et la conscience elle-même ne fait que retirer des morceaux de roche avec des diamants à l'intérieur et ensuite creuser, enfin, les dégager, ces diamants, les diamants de la conscience, et la revue de vie. Et les médiums disent souvent qu'il y a plusieurs revues de vie après pour les défunts, c'est-à-dire qu'ils épurent petit à petit leurs différents corps émotionnels, mentaux, etc. Et que donc, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de mal, entre guillemets, c'est que des expériences dont il s'agit de retirer des enseignements, de prendre conscience de. Alors, je voudrais votre sentiment là-dessus. Donc, s'il n'y a pas de jugement, donc on fasse des erreurs, ça c'est une chose, mais qu'on choisisse le mal. C'est-à-dire que Staline, il rigole avec les anges comme les autres. Après. Ah ben, Staline, comme Hitler, comme tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils ont une revue de vie qui est assez longue. C'est-à-dire s'ils se placent dans la position de ceux à qui ils ont fait du mal par ignorance, hein, aussi, ou par maladie. Parce que ce sont des gens qui ont aussi des enfances qui sont malheureuses, hein, ces gens-là. Donc, ils ne font que reproduire sur les autres leur rage, leur tristesse, leur sentiment d'être incompris, leur infériorité. Ce qui ne justifie rien, évidemment. Mais
toujours est-il que ces gens-là, ben, ils voient lors de revue tout ce qu'ils ont fait comme mal. Et croyez-moi, ça doit durer un certain temps. Mais là encore, c'est pas pour les punir. C'est juste parce que leur conscience a fait un travail gigantesque d'erreur et elle va en retirer un bénéfice gigantesque de prise de conscience. Voilà. Mais il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. D'accord. Bien sûr. D'accord. Et ça va avec un autre point que vous abordez, que je trouve pertinent d'aborder à l'heure actuelle. Beaucoup de gens se mettent la pression avec ça, avec cette notion de mission de vie. Vous dites qu'il n'y a pas de mission de vie. Enfin, du moins, personne n'a rapporté que dans l'autre monde, on lui a demandé, alors, je t'avais confié ça à faire ici-bas et tu ne l'as pas fait. Mais non, c'est le problème de tous les gens qui ont l'impression qu'ils sont en mission pour le Seigneur, en Oui. mission pour la conscience. Mais la conscience, elle est tellement vaste et tellement grande qu'elle n'a pas besoin de nous individuellement. Elle peut très bien se passer de nous. Elle nous a créés, mais elle aurait pu ne pas nous créer. Ou elle peut créer d'autres petites consciences individuelles pour faire un autre type de travail. Non, on participe tous à la conscience, mais c'est un sport d'équipe, pardon. C'est-à-dire, si une équipe perd, bon, on peut pas dire, ah ben, c'est de la faute du numéro 10 qu'on a perdu. Non, en général, ils ont tous plus ou moins pas bien joué pour perdre, enfin, ou l'équipe était plus forte, l'autre équipe. Mais c'est un sport collectif. On est tous là pour faire un petit bout de travail. On en fait un plus ou moins grand bout, mais c'est pas grave puisqu'on est potentiellement des milliards de consciences dans ce monde-ci ou dans d'autres mondes qui travaillent, de mondes visibles ou invisibles, parallèles, etc. Il y a des milliards de diffractions de la grande conscience qui travaillent en ce moment. Donc, on est là pour faire des expériences en fait et en tirer des prises de conscience, comme je disais, hein, c'est toujours pareil. Que ce soit des émotions négatives ou positives, il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. C'est toutes des expériences. Donc, Pas de mission particulière, il n'y a pas de tâche particulière. non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on imagine que la grande conscience, c'est une sorte de soleil de départ, et puis que chaque rayon représente une partie de ses qualités, une partie de son essence, ben, simplement, ce rayon-là, il va avoir juste envie de réaliser son essence. Mais c'est pas une mission, c'est sa nature. Si on regarde Spinoza, Leibniz, les stoïciens, ils disaient juste, on réalise, Nietzsche devient qui tu es. Enfin bon, d'une certaine façon, la volonté de puissance, etc. Bref, tout ça, c'est des bouts de la rencontre qui ont simplement envie de se développer dans le sens qui leur est naturel. Donc on peut pas parler de mission, on peut parler d'une intention première. Mais après, qu'elle se réalise entièrement ou pas, c'est pas, y a rien de dramatique, quoi. Vous savez, ça me fait penser aux gens qui tuent dans une religion au nom de leur Dieu. Ils disent, je tue pour ce qu'ils voulaient, hein, parce que de tous les côtés, il y a eu des trucs, hein, pour Allah, pour Dieu, etc., pour chez les chrétiens. Bon, il y a des meurtriers partout. Hein. Ils disent, je tue pour Dieu, mais leur Dieu est donc bien impuissant et bien petit pour avoir besoin de petits humains pour tuer des gens. Il est pas capable de le faire tout seul? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ridicule quand on y pense. Honorer un dieu qui serait tellement faible qu'il aurait besoin de petits humains pour en tuer d'autres. Ça n'a pas de sens. Je me demande pourquoi les gens n'iront pas réfléchir. C'est tellement évident. Revenons au message un peu de votre livre, La vie après la mort, pourquoi il faut y croire. Et je pense que ça peut être vraiment un message précieux pour évidemment tout un chacun qui est confronté au deuil, c'est-à-dire à la perte d'un proche, à la perte parfois injuste d'un proche, à la souffrance de la séparation, à la compréhension totale. Ce que vous dites, c'est qu'il est possible, en étant attentif, de percevoir, de pressentir, de sentir la présence de ces défunts qui sont là pour nous réconforter d'une certaine façon. Oui, alors déjà, bah, il y a des études épidémiologiques, hein, notamment les études de Guggenheim sur 3000 personnes, il y en a d'autres au Pays de Galles, etc. Enfin, bref, qui montrent que oui, 25% des gens font des contacts spontanés avec les défunts. C'est-à-dire qu'ils leur apparaissent soit visuellement, soit auditivement, soit par l'odeur, soit par le toucher, le contact, parfois par plusieurs modalités à la fois, ou soit dans des rêves, ou soit par des synchronicités exceptionnelles. Genre, on pense au défunt, tout de suite on entend la musique qu'il aimait le plus, ou il y a un papillon, ou en général c'est un animal ailé qui se pèse sur vous alors que c'était jamais arrivé, qui reste vers vous collé, alors parce qu'il y a eu un défunt, votre parent qui est mort il y a peu de temps, puis vous pensez à lui. Enfin, il y a plein de signes comme ça. Euh, qui montrent aux gens, enfin, qui leur font vraiment vivre le fait qu'ils sont en train d'être au contact de leurs parents. Et parfois, donc, ce parent-là apparaît visuellement, je vous dis, elle leur parle, elle leur donne des messages qui, en général, sont toujours du genre, je vais bien, je t'aime, pense à toi, je te pardonne ou pardonne-moi, etc. Ce sont des messages simples et plein d'amour et de lumière. Souvent, les gens sont beaucoup plus spirituels après être morts, ce qui est un peu le shit d'ailleurs. Mais spirituels dans les deux cas, ils sont plus drôles et ils ont une perception plus spirituelle de la vie après la vie, pour eux, mais même de la vie terrestre. Hein. Est-ce que j'ai répondu à vos questions là? Oui, tous ces éléments de réconfort
qui peuvent t'apporter. Oui, alors voilà, lorsqu'il y a des contacts spontanés ou par médium, hein, parfois, mais je parle des vrais médiums, pas des charlatans ou des gens qui abusent des autres. Hein, et ben à chaque fois, c'est les gens qui le vivent, c'est vraiment une guérison. Enfin, en tout cas, ça accélère beaucoup le deuil. Ça les rassure sur le fait que l'amour est plus fort que la mort et que nous, ceux qu'on a aimés ou qui nous aiment, on les retrouvera après la mort et qu'on est encore en lien avec eux et que par simple pensée ou simple prière ou presque de manière télépathique, ils peuvent entendre ou sentir ce que l'on sent. Ça, il y a beaucoup de gens qui, les défunts, par rapport à BBM, disent, je sais quand tu penses à moi, j'ai entendu tes messages, je sais ce que tu veux, etc. Donc ça, les gens, c'est merveilleux pour eux, surtout quand les médiums ou bien le contact spontané leur ramènent des informations précises montrant que ça peut être que ce défunt et pas quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc là, ils ont une preuve pour eux qui est vraiment extrêmement précieuse. Parce que ça limite l'idée d'absurdité. Mais alors pourquoi on vit, c'est pour mourir. Alors tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a acquis comme connaissance, c'est comme des bibliothèques qui brûlent à notre mort. Tous nos liens se défont comme ça. Mais alors à quoi ça sert de vivre? C'est un peu les questions que se posent les enfants. Hein, ça. Moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Oser parler de la mort aux enfants, qui justement répond de façon très simple aux questions des enfants qui se posent sur la mort hein, d'un proche ou d'un animal ou d'un camarade, parfois ça arrive, ou s'ils ont une maladie qui est qui est létale. Et, euh, et les enfants, donc, ils peuvent comprendre très simplement ces questions, ces réponses, qui sont une alliance entre la science et la spiritualité. Parce que dans ce livre, chez Larousse, là, donc, que vous avez cité au départ, c'est une alliance de la science et de la spiritualité. Dans le livre sur Oser parler de l'amour aux enfants, il y a une partie réponse toute simple, et puis il y a une annexe, pardon, pour les parents, qui rassemble des données scientifiques et qui leur montre que voilà, ils sont pas en train de raconter des cracks à leur enfant, c'est soutenu par la science, mais que simplement c'est beaucoup plus optimiste et positif, tant mieux, hein, on va pas se plaindre, que de dire que tout est anéantissement, absurdité, perte de sens, etc. Et qu'est-ce qui vous a amené à traiter ce sujet-là? Parce que en tant que psychiatre, les gens qui disent entendre des voix et voir des revenants, enfin j'imagine que ce sont des gens psychotiques, que vous travaillez classiquement au benzodiazépine, et évidemment après un peu de traitement au benzo, les voix s'arrêtent. Tout ça c'est une défaillance psychochimique, enfin neurochimique du cerveau. Enfin, je veux dire, là je me fais l'avocat, enfin la parole. Ah oui, oui, pour certains psychiatres élevés comme moi, au départ Ah conditionnés oui, comme moi, comment est-ce que vous dans un à monde dépasser toutes matérialiste, vos connaissances médicales pour arriver à entrevoir l'existence d'une spiritualité? oui, bah, c'était un cheminement progressif. Hein, comment c'est arrivé? Ben, c'est simplement que je pense que c'est arrivé surtout quand j'ai commencé à me former à l'EMDR, qui crée des états modifiés de conscience, des états élargis de conscience où les gens perçoivent parfois justement des domaines non visibles ou ont des contacts comme ça sans le rechercher au départ. Hein. Et donc du coup, je me suis formé à l'hypnose étant une autre méthode pour élargir les états de conscience. Donc je me suis dit, ouais, il se passe encore d'autres choses. Moi, même pendant ma formation d'hypnose, j'ai eu une expérience spirituelle auquel je ne m'attendais absolument pas et que je recherchais absolument pas. Donc du coup, je me suis intéressé au chamanisme. Et le chamanisme, ça m'a mis aux substances psychédéliques. Et après, le yoga, la méditation, le qigong, qui m'ont aussi permis de faire des expériences. Et après, de rencontrer des gens et des patients qui déliaient leur langue, puisque quand ils sont en face d'un psy, qui savent être à l'écoute de ce genre de phénomène, bah, ils parlent alors qu'ils n'ont jamais parlé à leur autre psy ou à leur autre médecin parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre pour des fous et d'avoir effectivement plus que des benzodiazépines, parfois des neuroleptiques, c'est-à-dire des antipsychotiques, ce qui n'est pas du tout agréable. Euh, donc oui, c'est une croissance progressive. Moi, au départ, j'étais comme tous mes collègues. Hein, on me parlait de ça. J'ai participé au congrès de Marseille en 2013 où il y avait Eben Alexander, Raymond Moody, tous les grands d'expériences de mort imminente, justement un congrès sur l'expérience de mort imminente. Mais 2 ans avant, et j'avais écrit un livre justement qui s'appelle Expérience extraordinaire autour de la mort qui traite de ça. Mais 2 ans avant ça, ou dans 3 ans avant ça, il y avait un autre congrès à Martigues, ça m'avait pas intéressé le moins du monde. Je savais que j'avais appris qu'il existait, mais pour moi, ces phénomènes, bon, ça m'intéressait pas vraiment, si vous voulez. Donc c'est assez récent, hein, ça fait, on va dire, en 2008 que j'ai commencé donc ça fait à peine 12 ans que je m'intéresse à ces phénomènes-là. Avant, j'étais le psychiatre classique, quoi. Pour moi, effectivement, on m'aurait dit qu'on voit les morts, j'aurais pu plutôt penser à des hallucinations ou des phénomènes de compensation psychique pour mieux vivre le deuil, mais pas évidemment un contact réel avec un défunt. Mais depuis que les gens savent à cause de mes vidéos ou grâce et aux livres, ils me parlent et c'est évident que les contacts qu'ils ont sont des vrais contacts
la façon dont ils le vivent, c'est plus réel que la réalité, c'est juste. Ils sont pas du tout mythomanes, névrotiques, psychotiques, pas du tout. Ils ont la tête sur les épaules, ils occupent des fonctions de responsabilité et intellectuelles, il y a pas de souci. Ils ont père ou mère de famille, machin, tout se passe bien de ce côté-là. Non, non, ils vivent vraiment des choses très fortes qui ne peuvent s'interpréter logiquement et raisonnablement que par le contact avec des consciences défuntes, bien sûr. D'accord. Je voudrais aborder un point qui m'a vraiment passionné dans votre livre. Vous parlez des expériences de mort par empathie. Alors, Oui, c'est-à-dire, intéressant ça, hein, parce que, allez-y, je vous laisse finir, mais non, bah, dites-moi. donc, décrivez le phénomène, la mort par empathie, la sensation de mort par empathie. Bah, en tout cas, la mort par empathie, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre que les expériences de mort imminente ne sont pas liées à une souffrance cérébrale, puisque les gens qui vivent ces expériences de mort par empathie ou expériences de mort Alors, partagée décrivez-le, c'est euh, quoi? ne sont pas du tout malades et n'ont aucun problème Alors, cérébral à ce moment-là. En fait, ce sont des soignants ou bien des gens de la famille qui sont proches de quelqu'un en train de mourir et qui tout d'un coup vivent plusieurs éléments de ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente, qui normalement est réservée à celui qui est en train de mourir. Et eux, ils le vivent. Ils voient une lumière qui sort du corps du patient. Parfois, eux-mêmes, ils s'élèvent hors de leur corps, ils vont dans un tunnel. Parfois, eux-mêmes, ils assistent à la revue de vie du patient, et parfois en apprenant des choses qu'ils ne connaissaient pas du patient. Euh, et ils voient aussi des défunts qui accompagnent le patient. Parce que dans l'expérience de mort imminente, les gens qui reviennent, donc, hein, puisque là, ils sont pas en train de mourir totalement et définitivement, euh, mais il voit aussi des êtres comment religieux, on appelle ça des guides ou des spirituels ou des parents défunts qui viennent les accompagner dans le tunnel. Et ben là, eux, ceux qui sont autour du patient, ils voient aussi anciennement ces défunts venir accompagner le patient, etc. Donc ils vivent pratiquement tous les éléments d'une mort imminente sans être eux-mêmes en train de mourir ou en danger de mourir. Donc ça montre bien que c'est pas lié à une hypoxie, une hypercapnie, une décharge de DMT ou d'endorphine dans le cerveau, tout ce que vous voulez, des médicaments, puisque les gens, ils sont vraiment comme vous et moi, simplement ils sont en train d'assister au départ dans l'autre monde de la personne. Et donc c'est un gros argument, ça, pour montrer que c'est des phénomènes en fait spirituels généraux qui sont pas, comment dirais-je, liés à une maladie, si vous voulez. oui, parce qu'en étant en bonne santé, on peut vivre les étapes de la mort Voilà, de son proche ou de la personne voilà. que l'on aime. Tout à fait. Et c'est marrant parce que les trois médecins français au départ qui se sont intéressés à l'expérience de mort imminente, c'est-à-dire Jean-Jacques Charbonnier, Jean-Pierre Postel et moi-même, on a vécu une expérience de mort Voilà. partagée. Et ben Charbonnier, il le raconte, hein, tout a commencé le jour où il est intervenu pour un accident de la route et qu'il a vu un jeune qui était incarcéré dans la voiture, qui est en train de mourir, qui est mort devant lui, et il a vu une lumière s'élever et partir du jeune, quoi. Et là, il s'est dit, il se passe quelque chose. Jean-Pierre Postel, il était avec son fils et sa femme, son fils qui est infirmier, etc. Et ils assistaient à la mort de son père et ils ont vu la lumière, ils se sont sentis pris dans un tunnel, ils ont commencé à vivre les premières étapes de l'expérience de mort imminente. Et ils se sont regardés comme ça, bizarrement, ils ont dit, vous avez vécu quelque chose ou pas? Oui. Et comme il est scientifique, on va chacun écrire sur un papier, on ne dit pas ce qu'on a vécu, on va voir. Et ils ont croisé les données, ils avaient vécu la même chose. Et moi, c'était arrivé quand un de mes amis s'est suicidé. Et je lui avais dit, je lui avais montré un document sur l'expérience de mort imminente en lui disant, un peu en plaisantant à l'époque parce que je pensais pas qu'il suiciderait, ben, le premier de nous deux qui meurt, il fait un signe à l'autre, quoi. Et en fait, à une nuit, à 3h40 du matin, je fais un rêve extraordinaire qui n'était pas un rêve. Je rêvais mais en même temps, c'était tellement réel que je sortais hors de mon corps et que j'étais pris d'une paix intérieure et que j'allais vers la lumière. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai réussi à sortir de mon corps, c'est extraordinaire. Moi qui pensais jamais pouvoir le faire, etc. Et en fait, je me suis réveillé et je me suis dit, c'est pas un rêve, ça. J'ai jamais fait ce genre de rêve. C'est plus réel que la réalité. Et j'ai regardé l'heure par curiosité, et le lendemain matin, on m'appelait pour me dire que mon copain était mort, et qu'il s'était suicidé, et qu'il devait être mort à peu près à cette heure-là, quoi. Donc il m'a vraiment fait signe, il m'a vraiment emmené dans son monde à ce moment-là. Et donc c'est des expériences de mort partagées qui sont pas si rares que ça, hein. Je sais plus exactement le pourcentage dont parle Moody, mais par exemple, Nancy Callahan est une infirmière anglaise qui a écrit dans ce domaine, et sur les expériences de fin de vie, et elle raconte les expériences de mort partagées des proches. Et elle dit que c'est quand même pas si rare que ça, sauf que les gens hésitent vraiment à en parler aux autres et aux soignants en Bien particulier. sûr. Je vais rebondir sur l'exemple qui vous est arrivé avec votre ami qui s'est suicidé, parce que si la question du suicide ou de l'euthanasie,
Évidemment, c'est quelque chose qui tourne dans la tête de beaucoup de personnes très âgées, très diminuées ou très en souffrance. Et pourtant, il y a toujours cet interdit, sûrement religieux et moral, de se dire non, je n'ai pas le droit de me suicider et je ne veux pas qu'on me suicide. Je ne veux pas qu'on suicide les autres à travers l'euthanasie. Et pourtant, pour ceux qui sont partis, qui sont dans l'autre monde, ça n'a pas d'importance, la façon dont on part, volontaire ou non, je veux dire. Alors, en tout cas, les gens qui ont fait des expériences de mort imminente après s'être suicidés, donc un suicide pas incomplet, puisque bon, ils sont revenus, on dit qu'il n'y avait pas de punition. Il n'y avait pas de notion que c'était mal, etc. Simplement, ils se rendent compte qu'il y avait des choses que leur conscience individuelle souhaitait faire dans cette vie, qu'elle n'avait pas pu faire à cause du suicide, qu'il y avait aussi une souffrance des proches, qu'ils n'avaient pas envie forcément que cette souffrance continue, et ils sont revenus, parce qu'à un moment, dans l'expérience de mort imminente, on vous dit, est-ce que tu veux, attention, si tu vas au-delà de cette limite, c'est définitif, est-ce que tu veux revenir? Donc il y a parfois un choix, pas toujours, et des fois on les renvoie comme ça, les consciences dans leur corps douloureux, mais des fois il y a un choix. Et les suicidaires, souvent, ils choisissent de revenir parce qu'ils s'aperçoivent que, de toute façon, ce qu'ils n'ont pas fait maintenant, dans cette vie-là, ils auront envie, quelque part, de le refaire dans une autre vie, donc autant le faire maintenant. Et qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait une souffrance comme ça, et qu'il y a peut-être d'autres choses. Et comme ils ont appris un peu l'amour au contact de la lumière, et lors de leur revue de vie, ils s'aperçoivent qu'il y a moyen de faire autrement dans la vie, quoi. C'est pas si désespéré que ça. Mais il n'y a pas de punition, en fait. C'est ça peut être un choix. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'appelle Franck Lobvet, qui est un médium, assez connu, un clairvoyant. Et il dit, toute mort est un suicide que l'âme a choisi. C'est-à-dire que c'est comme s'il disait, la conscience individuelle a choisi que c'était bon, elle avait assez travaillé sur Terre, enfin, ou que elle avait plus grand chose à faire, ou qu'elle souhaitait un peu de repos, comme on prend des vacances après une dure année de travail, et qu'elle choisissait de partir, et quand elle le choisit, personne ne peut l'empêcher de toute façon, donc quelque part c'est une sorte de suicide choisi, mais il n'y a pas de souci avec ça, parce que de toute façon il y a une infinité de mondes et de possibilités d'apprendre et de croître pour la conscience, de toute façon pour retourner plus tard à la grande conscience d'où elle vient, comme une vague qui revient à l'océan qui l'a formé. Donc c'est pas si important que ça. Bon, je vous dis, le seul truc qui est dommage, c'est que c'est vrai que si au moment de votre expérience de mort imminente, vous vous rendez compte que après vous êtes suicidé, mais j'aurais pu faire autre chose. Je m'en aperçois. Et puis toutes ces souffrances pour rien, effectivement, vous avez envie de revenir, mais c'est pas parce qu'il faut. C'est comme si c'est votre cœur, votre conscience qui vous le dit, quoi. Pour apporter donc concernant la vie après la vie, que dans l'autre monde, parce que ma question est sur la réincarnation, mais avant, vous dites qu'en fait, moi les récits rapportent que la vie continue dans l'autre monde et que nous retrouvons un monde qui ressemble à peu près au nôtre, disons, puisqu'il y a de l'espace et du temps, alors qu'il n'est pas le nôtre, et il y a des missions à accomplir aussi dans l'autre monde. Alors, l'espace, oui, l'espace et le temps est pas du tout le même, hein, parce que plus on monte dans les mondes, plus ce sont des mondes qui sont pénétrés de conscience, et plus l'influence des émotions du corps émotionnel et du corps mental ont une influence sur ces mondes et les transforment. Et en général, on arrive sur un monde qui est en accord avec les vibrations qu'on a dans nos corps subtils, hein, je parle corps émotionnel, mental et spirituel. Donc on est dans un monde co-construit avec d'autres consciences qui ont à peu près le même niveau de résonance. C'est pas qu'il y a une mission dans ces mondes-là, c'est que le travail, l'expérimentation, on va dire plutôt, le jeu continue avant de se dissoudre dans le monde sans forme, de retourner à la conscience primitive, on pourrait dire ça comme ça. Donc, c'était ça votre question. Alors oui, vous parlez de mission. C'était pour en venir sur la réincarnation. C'est-à-dire qu'on ne dit pas pour l'éternité dans l'autre monde. Ah, et oui. Vous dites une très jolie formule. Oui. On revient sur Terre, on se réincarne quand il n'y a pas d'autre choix d'évolution. Voilà. Oui, quand c'est le meilleur choix, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement une période d'entre-deux vies. C'est-à-dire, par exemple, certaines personnes, certains enfants parce que c'est les enfants qui se rappellent de leur vie antérieure, hein, et quand on peut vérifier ensuite tout ce qu'ils disent. Par exemple, je suis né à tel endroit, dans telle ville, et puis ma sœur c'était tel prénom, et puis mon père ça, puis il m'est arrivé ça dans ma vie, puis je suis mort de ça, puis que les enfants, ils ont pas moyen de le savoir, puisqu'ils peuvent pas aller dans cette ville, ils ont 3 ans, ils veulent pas prendre le train la nuit pour aller dans une ville qu'ils connaissent pas, puis rassembler des informations, hein, puis que c'est vérifié par une équipe de recherche. Les enfants qui se rappellent le mieux de leur vie antérieure se rappellent aussi souvent de leur vie entre deux vies. C'est-à-dire quand ils sont dans une sorte de phase d'attente entre deux vies terrestres, et que là, pareil, c'est pas qu'il y a un travail, mais ils revoient leur vie antérieure, ils choisissent leurs parents. Il y a un très beau livre de Wayne Dyer sur les enfants, la spiritualité des enfants,
avant qu'ils grandissent trop. Et souvent, les enfants, ils se rappellent de vie entre deux vies. Ils disent, bah, moi, quand j'étais là-bas, je t'ai choisi comme papa et comme maman. Ils donnent même les détails du moment de la conception. Bah, vous étiez dans un hôtel, il y avait une chambre rouge, et puis, mais comment tu sais ça? La fusion des gamètes n'était pas, même pas encore faite. Alors, parce que c'est comme si la conscience dans l'entre-deux vies cherche des champs énergétiques un peu, enfin, chez des êtres humains. Ils savent que ils vont fournir les conditions d'incarnation pour un envie d'expérience qu'ils ont. C'est-à-dire, on choisit pas ses parents au hasard et on choisit toujours des parents parfaits pour ce qu'on est venu faire. On choisit pas des parents parfaits dans l'absolu, mais parfaits pour le genre d'expérience qu'on est venu faire. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup de gens qui ont vécu ça et qui ont rapporté l'entre-deux-vie. Mais donc les enfants qui rapportent des expériences d'entre-deux-vie ont de bien meilleures mémoires de vie antérieures que ceux qui rapportent pas d'entre-deux-vie quand il y a des mémoires de vie antérieure. Hein. Ils ont plus de détails vrais, ils ont plus de phobies liées à la façon dont ils sont morts, de cicatrices de naissance face à la façon qui correspondent à la façon dont ils sont morts dans la vie précédente. Par exemple, si une balle a traversé le corps, ils ont 2 taches qui correspondent à la balle qui a traversé le corps dans la vie antérieure, alors ils savaient pas hein, au départ. C'est des gens qu'on retrouve grâce à leur déclaration, puis qu'on vérifie ce qui s'est passé. Donc oui, je pense avoir répondu à votre question ou pas là. Tout à fait. Vous l'avez évoqué rapidement, vous l'avez mentionné plusieurs fois, mais je voudrais qu'on revienne dessus ensemble. Vous évoquez la notion selon laquelle nous aurions plusieurs corps, donc des corps spirituels ou des corps éthériques, disons, et que ces corps-là, certains meurent après la mort physique, d'autres survivent, ainsi de suite. Alors, quels sont ces corps? Quels sont leurs rôles? Oui, alors ces différents corps, en fait, ils viennent du fait que le corps physique n'est pas capable d'assumer la qualité subjective des émotions ni le sens qu'on donne grâce aux pensées. Ça peut pas venir du corps physique. Donc on est obligé de faire l'hypothèse d'autres corps plus subtils, électromagnétiques ou quantiques ou dont scalaires, on ne sait pas exactement. Mais certains sont électromagnétiques, mais décrits par toutes les traditions. Alors c'est vrai que suivant les traditions, il y a un nombre plus ou moins important de corps. Et pour simplifier, et ça c'est repris par exemple dans Médecine quantique de David Goswami, qui est un physicien mondialement connu, ou dans l'approche thermique de la thérapie de Liliane van der Velde, ou dans la Kabbale, ou dans les Védas. Les 5 corps, c'est-à-dire qu'il y a le corps physique, corps éthérique est un corps énergétique, ensuite corps émotionnel, corps mental et corps spirituel. On va dire ces 5 grands corps qui sont vraiment très, par exemple dans la thérapie, l'approche de thérapie de Yann Morel, ils sont appris de façon très précise, très concrète. Il y a vraiment un travail précis sur chacun à faire. Enfin bref, toujours est-il que le corps physique, puis le corps éthérique, 3 jours après la mort du corps physique, s'efface, se dissolve. Il y a juste la mémoire du corps éthérique qui se recapture dans ce que Rupert Sheldrake appelle les champs morphiques, qui gardent la mémoire. Mais il reste les corps émotionnels et mentaux qui, eux, vont donc voyager dans différents mondes, puis s'épurer, puis disparaître petit à petit, le corps émotionnel, puis le corps mental, puis juste un corps spirituel qui fusionne avec la grande conscience. Mais donc voilà, oui, ces corps-là, effectivement, ont des vibrations un peu supérieures au corps physique et éthérique et poursuivent après la mort. Ce qui explique que dans les travaux notamment avec les médiums ou les contacts spontanés avec les défunts, les personnes qui apparaissent ont encore gardé plein de caractéristiques de leur ancienne personnalité, de leur humour, de leurs tics verbaux, de leurs habitudes, de leur maniérisme, de leurs souvenirs, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie émotionnelle et mentale, donc du corps émotionnel et mental, qui n'a pas disparu. Donc pour pas qu'elle disparue, il faut vraiment qu'elle se maintienne dans des structures précises. Et ce sont ces corps. Et alors à la fin de votre livre, effectivement, vous donnez un modèle général de l'univers, du moins des forces de ce monde-là et de l'autre monde, qui sont des forces cohérentes. Parce que justement, vous invoquez à l'instant le modèle quantique, mais on pourrait opposer que nous vivons pas dans le modèle quantique, que nous vivons dans le modèle en 3 dimensions de cause et d'effet, et le modèle probabiliste quantique, on n'en a pas l'expérience. Pourtant, vous arrivez à essayer de créer un espèce de modèle pour faire converger. Oui, parce que si, bien sûr que si, les processus cérébraux sont quantiques. Sir John Eccles, qui était prix Nobel de médecine, a dit que justement la conscience intervient sur des processus probabilistes quantiques qui ont lieu à l'intérieur du cerveau. Et c'est comme un peu l'observateur qui modifie l'observation. La conscience, elle oriente dans un paquet de probabilités, elle concrétise une seule probabilité parmi de nombreuses, elle les réalise dans le sens des rangs réels, mais il y a une interaction entre la conscience et des processus quantiques, même au niveau du corps physique. Et probablement les corps émotionnels, mentaux, etc., sont aussi de nature quantique. Donc, si on prend le modèle, par exemple, panpsychique de Emmanuel Ransford, qui est
intéressant, qui dit que la conscience est à l'intérieur de la matière, que même dès la particule subatomique, il y a une gouttelette de protoconscience qui s'agrège aux autres particules, puis aux cellules, puis aux organes, puis etc. Ça crée une sorte de conscience ascendante du corps. Bref, la conscience est même présente dès la particule, qui est capable d'un choix, d'une décision, en fonction des contraintes qu'on exerce sur elle. C'est pour ça qu'elle a un comportement probabiliste, c'est-à-dire un comportement, aléatoire, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on peut pas le prévoir parce qu'elle a une partie d'endocausalité, de choix interne. Parce que c'est pas du hasard pur, et c'est pas, c'est pas déterminé. La particule, elle a un côté, on appelle ça de l'exocausalité, déterminée par des lois linéaires extérieures à elle, qui sont des lois physiques connues. Puis il a une partie, il appelle ça l'endocausalité ou le ndo, qui est une partie de petit bout de conscience qui est capable de choix et de décision et de créativité. Donc on peut mettre la conscience au sein de la matière. L'idéalisme va même plus loin, elle dit la matière est dans la conscience, il n'y a que la conscience en réalité. Bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, il y a Bernardo Castrup qui a fait un excellent livre, Why Materialist in Balloonet, pourquoi le matérialiste fait de la foutaise, il explique très bien ça, mais bon, on va dire si on prend ne serait-ce que le modèle panpsychique, qui est un modèle de plus en plus accepté par les physiciens quantiques, parce qu'ils disent on ne peut pas comprendre la physique quantique, et les particularités de comportement, les bizarreries, les paradoxes de comportement des particules, si on n'introduit pas la conscience comme facteur unitaire. Et là, il y a les plus grands noms de la physique quantique, d'ailleurs Max Planck, qui est un des fondateurs de la physique quantique, Erwin Schrödinger, qui a créé certaines équations fameuses de la physique quantique, et plein d'autres prix Nobel de physique qui disent la conscience est première. Si on veut expliquer la physique quantique, on ne peut pas le faire autrement. Donc, bien sûr que tout est quantique quelque part, et il y a des phénomènes quantiques macroscopiques. Le quantique ne correspond pas seulement à l'infra-petit, à l'infiniment petit, mais aussi à des ensembles macros. Il y a des phénomènes quantiques dans les pensées. Ça a été montré, il y a des numéros spéciaux comme ça de la science ou de Sciences. Bon, Sciences et Vie, c'est pas une grande revue, mais Nature, etc., pour montrer qu'il y a des processus quantiques à notre niveau physique, macroscopique. D'accord. Et ça, vous écoutez, effectivement, c'est le modèle de fin de votre vie, de votre livre. C'est le modèle platonicien, on pourrait dire. Effectivement, c'est le monde des idées, le monde pur, au-delà de la matière qui détermine, lui, la matière. Et c'est pas l'inverse. Puisqu'on est un peu effectivement dans la frontière avec la philosophie et la spiritualité, je vais vous demander est-ce qu'on en tire après ce travail que vous avez fait de compilation de ces études, au-delà de la rigueur scientifique que vous avez apportée, est-ce qu'on en tire une morale de vie, est-ce qu'on en tire une façon d'expliquer notre façon d'être ici-bas, notre raison d'être ici-bas, notre morale, est-ce qu'on en tire des leçons de vie de tout ça? De toute façon, quand on est dans ce genre d'expérience spirituelle, on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'intelligence globale, un plan intelligent, évolutif et créatif, comme dit Gary Schwartz, qui est un neurochirurgien, psychiatre, connu aux États-Unis, qui a fait plein d'expériences justement sur la conscience et qui est reconnu par ses pairs et qui a une méthodologie très rigoureuse. Bref, il appelle ça GOD d'ailleurs, G-O-D, ça veut dire Guiding, Organizing, Designing, c'est-à-dire qu'il y a un principe qui guide, qui organise et qui conçoit. Et que l'univers qu'on a là, et Jin Tran aussi en astrophysique, bref, dit qu'il peut pas être lié au hasard. C'est pas hasard et nécessité, c'est pas la loi de la survie du plus fort, etc. C'est pas ça qui a créé l'univers du tout. Pour qu'il soit aussi beau, aussi harmonieux, aussi cohérent, aussi intelligent, aussi créatif, etc. Il y a autre chose derrière, il y a une sorte d'intelligence. Donc on peut percevoir dans sa vie cette intelligence, on peut s'y brancher. Quand notre petite conscience individuelle, si elle sort des névroses, des contraintes organiques et psychiques, des corps émotionnels et mentales, pour se fondre, pour remonter dans la grande conscience, le long du rayon de la grande conscience qu'il a créée et aux autres consciences, elle s'aperçoit que il n'y a pas trop à s'en faire dans la vie parce que tout ce qui arrive, ça a un sens, c'est intelligent, c'est guidé, il vaut mieux y aller en toute confiance, en ouvrant les contraintes de son petit mental, les peurs du petit mental, et suivre le courant de cette grande conscience, parce qu'il peut arriver que des choses bonnes, d'accroissement de conscience. Et donc une leçon à retirer, c'est que l'amour est comme la source fondamentale de la création, et il vaut mieux s'y relier, il vaut mieux l'inviter et le laisser habiter dans nos cœurs et dans notre vie. Et la confiance, c'est une forme d'amour envers l'univers ou de compréhension de l'univers, comment il fonctionne. Donc on se joint à son intelligence pour fonctionner avec lui. Donc c'est plutôt une forme de... C'est un peu l'inverse des épicuriens. Les épicuriens, Épicure, il essayait de montrer que la mort n'existait pas. En tout cas, quand on était mort, on pouvait plus être là pour le constater. Et puis quand on était là pour le constater, on pouvait pas être mort. Donc on rencontrait jamais vraiment la mort. Et que de toute façon, il y avait rien après la mort. Donc il n'y avait même pas la peine de s'en faire. Là, c'est l'inverse qui rassure.
c'est de se dire qu'il y a vraiment une continuité. Il y a vraiment une infinité de mondes à explorer et à vivre, et que donc il n'y a rien qui s'arrête réellement. Donc notre petite expérience humaine, elle est très courte, et il n'y a pas de quoi s'en faire. Il vaut mieux vivre ça avec une certaine légèreté dans le cœur et une grande confiance, et sentir avec l'intuition, avec l'ouverture de la conscience, les chemins que nous indiquent, les chemins intelligents et bons que nous indique la grande conscience pour nous diriger dans le dédale de l'expérience humaine, dans le labyrinthe qui peut parfois être très effrayant si on reste coincé dans les fantasmes, les, les peurs qu'a créé notre mental. Merci pour cette leçon de vie que vous pouvez tous retrouver dans le livre d'Olivier Chambon qui vient de sortir aux éditions Larousse et qui s'appelle La vie après la mort, pourquoi il faut les raisons scientifiques. Voilà. Ouais. Et pour le modèle, je vais juste montrer ça, pour le modèle plus scientifique encore, plus creusé, il y a La conscience immortelle, avec une préface de Philippe Guimand, d'Olivier Chambon et de Marie-Odile Riffard, qui est aussi, Marie-Odile Riffard, ma co-auteur pour le livre La vie après la mort. Voilà. Qui est psychologue, psychothérapeute et qui s'intéresse beaucoup aussi. Merci Marie-Odile et merci Olivier pour ce livre et tout ce que vous faites pour communiquer, divulguer et enseigner pour le plus grand bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'interviewer. Si ça peut être utile, c'est merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.